Bien. Bon, bonsoir à tout le monde. Donc on va aller faire un petit tour de Tirten. J'espère que tout va bien marcher. Ça a l'air. Donc voilà, en préalable à la présentation de cette fameuse rivière, je vais rappeler un peu les questions que beaucoup de gens posent à chaque fois que je fais une conférence. Pourquoi Clermont n'a pas été bâti sur un fleuve, hein, on a l'Allier qui n'est pas très loin. Hein. Clermont aurait pu être construit à fond du château, par exemple. Il y en a qui disent oh, pourquoi il y a une rivière à Clermont. Enfin bon. Où est-ce qu'on peut la voir? Pourquoi est-ce qu'on l'a recouverte? Est-ce qu'elle est toujours aussi dangereuse? Et pourquoi son eau est parfois trouble encore, hein, quand on se balade par exemple sur Chamalières, par là on voit encore des... Enfin Chamalières ou ailleurs, mais de temps en temps c'est un peu trouble. D'autres personnes qui sont éloignées de la rivière se disent mais comment ça se fait que j'ai de l'eau dans ma cave? Bon, voilà, il y a des subtilités géologiques. Et donc on va essayer d'aller plus loin, comme on disait tout à l'heure en introduction, comment passer d'une contrainte à un atout pour la ville. Puis en plus, pour chacun de nous, quel est au quotidien notre rapport à l'eau, hein, ça aussi on pourra en parler, développer ça. Et puis surtout, bon, ça va être un peu le fil bleu. Hein. Peut-on vivre sur les rives d'un cours d'eau sans le connaître, hein. Donc voilà. Alors, là je vous montre une diapo, c'est un peu mes premiers contacts avec la Tirten. Bon, moi je suis clermontois que depuis 1981. Et voilà les photos du haut. Voilà ce que je découvrais, moi. Voilà, ces photos-là, c'est des photos que j'ai prises dans les années 82-83. Hein, j'habitais Galaxy, mes enfants étaient à l'école à Fongièvre. Et donc, entre Galaxy et Fongièvre, eh ben, automatiquement, on longeait la Tirten. Il y avait encore les usines Ollier. Hein, et donc, ça, voilà, je me suis déjà trompé. Là, ici, c'est le pont du boulevard Berthelot. Hein, vous avez Beaulieu de l'autre côté, et ici, on est côté, ça, c'était les usines Ollier. Hein. Ça, c'est le moulin qui se trouvait juste en aval du pont de Fongièvre, où il y a maintenant l'Intermarché. Et ici, on est à côté de l'école Fongièvre, on est juste derrière, à ce qui s'appelait la place des Vignerons. Enfin, ça s'appelle toujours la place des Vignerons, mais c'était le carrefour où aboutissait la rue des Portes d'Argent, la rue de Diomède, enfin, voilà. Et donc, après la démolition du pont, ces deux tuyaux, c'était provisoire en attendant que la Tirten soit complètement couverte, maintenant sous la rue de Pierre-Bossuet. Hein. Alors ça, voilà, c'était dans le quartier où on habitait, mais aussi dans Clermont, il y avait des choses bizarres. Par exemple, la Tirten Sud passait sur les voies ferrées. C'est ce qu'on appelle des ponts bâches. Donc ça, c'était entre le pont de Nau et la Pradelle. Voilà. Donc ces ponts n'existent plus. Et puis, ce qui me trottait dans la tête aussi, c'est que quand on est venu Joseph Clossat, qu'on passe sur le pont au niveau de la maison des associations à Chamalières, on voit un peu de l'eau qui coule, mais c'est pas terrible, quoi. Alors que en amont, plus haut, à la limite d'Orsine et de Royan, on a quand même de l'eau qui coule, et avec force, quoi. On me dit, c'est bizarre, mais il y a de la déperdition, là. Hein. Bon. Donc voilà, c'est un peu des questions que je me suis posées. Et puis aussi, à la même époque, voilà un peu, quand on se baladait du côté d'Herbé, la photo de gauche, hein, c'était juste avant que les eaux usées de la ville partent directement dans l'Allier via ce qu'on appelait l'égout de Cormel. Hein, donc tout partait directement dans l'Allier. Il n'y avait pas de station d'épuration à ce moment-là. Hein. Et puis, donc là, dans le rue de Blanzat, voilà un peu l'allure des rives de la Tirten. Et là, on voyait encore les pierres à laver que chaque riverain avait pour laver son linge. Alors, n'ayez pas peur, je vais vous expliquer le schéma là. À ce moment-là, j'avais fait un peu ce schéma pour essayer de comprendre un peu comment les fluides coulaient
depuis le haut, c'est-à-dire depuis la chaîne des puits, jusqu'en bas, en allant vers l'Allier. Et donc voilà un peu toutes les tuyauteries, comment ça fonctionnait. J'essayais de comprendre un peu, j'ai joué les plombiers, quoi. Et donc en fait, tout ça pour dire que le premier livre de 97, le voilà, hein, plus la thèse que j'ai soutenue en 98, voilà, tout ça, ça donne le résultat de ce bouquin qui est beaucoup plus illustré, disons bien mis à jour, puisque les derniers éléments, les dernières informations datent du 1er janvier 2017. Voilà, alors, comment j'ai structuré un peu cette présentation? Donc, un retour sur le passé d'abord. Donc, quand je parle du passé ancien et très ancien, c'est-à-dire qu'on va remonter à 160 000 ans, hein, le fameux Mare de Jaude. Ensuite, on passera à l'histoire de la relation qu'il y a eu entre la Tiertaine et ses riverains, quoi. Et moi, je coupe cette relation, l'histoire de cette relation en deux. C'est-à-dire que les 18 premiers siècles, en gros, on avait ce que j'appelle une relation harmonieuse, c'est-à-dire que, compte tenu de la démographie, on n'avait pas beaucoup d'habitants sur les rives de la Tiertaine, donc l'eau, enfin le débit suffisait pour, je dirais, servir à tous les usages des riverains. Par contre, les 2 derniers siècles, à partir de 1800, là, ça a été le début de la panique, quoi. C'est là où on est arrivé petit à petit à la couverture enfin, commencer à la couverture du cours d'eau. Ensuite, un zoom sur le présent. Donc, alors, actuellement, quels sont les grands enjeux par rapport à la Tiertaine et par rapport au cycle de l'eau, hein, on étendra un peu la réflexion sur le cycle de l'eau. L'avenir proche, et puis quelles sont les perspectives d'avenir par rapport à la rivière, qu'est-ce qu'on peut imaginer pour le futur. Donc voilà en gros de quoi on va parler. Alors, là voilà déjà, hein, j'ai parlé déjà de Tiertaine Nord, de Tiertaine Sud tout à l'heure. Donc voilà la Tiertaine Nord, enfin déjà la Tiertaine, vous voyez, la Tiertaine, la source elle est là, mais j'ai mis des pointillés là. Ces pointillés correspondent, enfin, sauf ici on n'est pas en pointillé, c'est la partie, je dirais, couverte déjà de la Tiertaine, puisqu'on est dans la zone des scories volcaniques, on est dans la chaîne du puits, et là, toutes les eaux qui arrivent sur la chaîne des puits, ben, en fait, elles s'infiltrent. Et il n'y a qu'à la fond de l'arbre, ici, où la rivière sort de terre pour descendre vers Roya. Et là, ici, ce petit tronçon se trouve dans ce qu'on appelle la plaine de Lachamp. Hein. On a ici la cime de Bussager, c'était la limite entre la plaine de Lachamp et puis de l'autre côté, Beaune-le-Chaux. Hein. Et à partir de là, comme on est en milieu granitique, là, on voit l'eau ne s'infiltre pas. Donc on voit un filet d'eau de ce côté-là. Voilà. Et là, ces trois directions, là ici on a Lachamp, de Lachamp à la fond de l'arbre, du Puy de Dôme à la fond de l'arbre et du Pariou à la fond de l'arbre, tout ça c'est du souterrain. Voilà. Alors, la Tiertaine proprement dite, on l'a ici jusqu'à la limite de Royal-Chamalières. Et là, à cet endroit-là, on verra plus tard, ça s'appelle le Partidou Saint-Victor, la Tiertaine va se diviser en deux. La Tiertaine Nord ici, donc au nord de la butte de Clermont, et puis une partie sud ici. Voilà. Alors, la partie nord, elle va se jeter, alors je poursuis son trajet, son parcours, elle va se jeter dans le Béda, ici, et puis la Tiertaine Sud, elle va retrouver l'Artière ici. Et donc la Tiertaine elle-même ne va pas directement dans l'Allier, enfin ses eaux y vont, mais par l'intermédiaire du Béda ou de la Tiertaine, ou de l'Artière. Alors, plus précisément maintenant, on va faire un zoom sur Clermont. Alors ça, ce plan, c'est un plan qui date de 1902, et vous voyez que tout ce qui est inscrit en rouge, voilà, correspond à toutes les usines de l'époque. C'est-à-dire, enfin, on appelait les usines les moulins qui s'étaient agrandis, quoi. Hein. Et vous voyez que Michelin ici, se trouve là. Vous voyez ?
Alors, là, c'est... bon, j'ai fait cette carte-là pour montrer les endroits où on peut la voir. Donc là, on situe bien la ligne de chemin de fer qui se trouve entre Royat et Chamalières. Hein. Donc la Tirtaine, on la voit vers les thermes romains, ici. Ensuite, en descendant, on a dans les parkings vers FR3 par là. Ensuite, sur Chamalières, on va la retrouver vers le pont de la maison des associations. Vous avez l'avenue Joseph Clossat qui est là. Voilà. Après, on va la retrouver dans le quartier Beaulieu, ici. Vous voyez, en pointillé, on a le boulevard Berthelot qui n'existait pas encore à cette époque-là. Hein. On avait un moulin et puis un établissement thermal qui était justement vers le pont naturel, ici. La Tirtaine, alors la Tirtaine, on peut la voir donc au bout de la rue du Clos Notre-Dame, ici, à la sortie de Saint-Alire, ici. Ensuite, entre la place des Trois Ponts et puis Michelin. Et puis après, on la voit en sortie de Michelin, là où, sur le boulevard Jean-Baptiste Dumas, et on la voit dans le cimetière des Carmes. Donc voilà les points où on peut la voir actuellement dans l'agglomération. Alors, le retour sur le passé, j'allais dire, très lointain. Donc déjà, ici, si on parle de tectonique, on voit très bien la formation du socle primaire ici, avec ses failles. Hein. Donc on a, je dirais, une partie haute ici, mais qui se trouve quand même un peu plus basse que maintenant la partie la plus récente, là, la chaîne des puits, qui en moyenne à 1200 mètres, 1200 mètres avec le 1465 ici, le Puy de Dôme. Donc ici, on a le résultat du tertiaire, enfin, suite à l'effondrement de la Limagne ici, la Limagne qui s'est comblée petit à petit avec des couches, j'appelle ça du millefeuille, c'est des couches de marne, des couches de calcaire. Alors les marnes sont plutôt imperméables et le calcaire est plutôt perméable. Donc c'est pour ça qu'on a des subtilités. Quand je disais tout à l'heure, comment se fait-il que j'ai de l'eau dans ma cave? C'est bien souvent des gens qui se trouvent sur les coteaux, ici en limite, vous voyez, où on a des couches marno-calcaires. Et là, avec l'infiltration, à la faveur de l'arrivée d'une couche de marne, il se peut qu'on ait des courants d'eau qu'on n'imaginait pas, quoi. Alors, ensuite, on va passer à 160 000 ans, 167, la fameuse explosion du Mar de Jaude, donc un cratère d'explosion. C'est la rencontre, je dirais, du magma avec de l'eau. Hein, l'eau, c'était vraisemblablement l'eau de la Tirtaine. Et à la faveur d'une fissure importante, on a eu une explosion qui a dû être énorme, puisque imaginez que le Mar de Jaude, enfin les dernières informations concernant ses dimensions, c'est 2 fois les dimensions du lac Pavin. Hein, aussi bien en diamètre qu'en profondeur. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui est assez énorme. Donc, bien sûr, qui a été comblé, puisque maintenant, hein, quelqu'un qui ne connaît pas Clermont-Ferrand, on a du mal à imaginer que entre, je dirais, le théâtre Place de Jaude et puis, en gros, la mairie de Chamalières, on est sur le mar de Jaude. Bon, donc, ce qui reste maintenant je dirais, du dépôt de matériaux, tout a été enlevé, je dirais, par l'érosion. Le seul but qui reste, enfin les seuls souvenirs qui restent de ce mar, je dirais, en surface, c'est la butte de Clermont. Alors, mais après, ce qui s'est passé, donc ça c'était 167 000 ans, et là après, on a eu un autre événement, il y a moins 60 000 ans, c'est le puits de Grave-Noir. Alors le puits de Grave-Noir, lui, il est implanté pile sur la faille de Limagne, et donc là, alors lui, il a déversé une première coulée en direction de Royat, Royat est là, et une deuxième coulée qui est partie côté est, et qui s'est divisée en deux. Vous avez la coulée, le plateau des Cézeaux qui est là, et puis la coulée qui correspond, non, pardon, Saint-Jacques ici, et les Cézeaux ici, voilà. Hein.
Et puis la dernière évolution, je dirais volcanique du secteur, c'est dans la vallée de la Tirtaine elle-même, puisque ici on a la coulée du petit puits de Dôme qui s'arrête dans le quartier des Roches à Chamalières. Voilà. Et puis dans la vallée de Villars, on a la coulée, une des coulées du Pariou, puisqu'on en a une ici qui descend sur Durtol-Nonant, et puis une autre qui s'échappe justement, qui arrive à Chamalières, du côté du ruisseau de Villars. Voilà. Donc, ce qu'il faut imaginer, je m'étais attardé un petit peu sur le volcanisme, parce que à chaque fois qu'on a une coulée qui arrive, ça multiplie le nombre de cours d'eau. C'est-à-dire que l'eau qui arrive sur une coulée de lave, bon, elle arrive sur de l'imperméable, donc elle s'échappe de chaque côté, et en général, on a la rivière ancienne qui est toujours occupée, mais où l'eau continue à s'infiltrer dessous, mais on a une rivière d'un côté, une rivière de l'autre. Donc en fait, on multiplie pratiquement par 3. Et ça, dans l'agglomération de Clermont, on y reviendra, ça a quelques incidences. Alors, donc le résultat de cette affaire-là, c'est que vous avez le plateau des Dômes qui se trouve là, hein, avec la chaîne des puits ici, et on est relativement plat ici, et puis tous ces secteurs-là, entre deux tiretés rouges, ben, c'est ce qu'on appelle le rebord de faille, la faille de Limagne, c'est-à-dire que c'est à cet endroit-là qu'on est un dénivelé de, en gros, 300 mètres. Hein. Et là, là c'est le secteur où on va avoir le régime torrentiel. C'est vrai que les Clermontois, quand on leur parle de torrent, ils disent oh, « il n'y a pas de torrent ici chez nous ». Ben si, au-dessus, compte tenu de la pente, on peut considérer qu'on a des torrents au-dessus de chez nous. Donc voilà. Ce que j'ai indiqué aussi, vous avez ici, les ronds bleus, vous avez le Mar de Jaude qui est là, mais en fait des cratères d'explosion, on en a un autre, un petit à Villars et un petit à Enval. Alors celui de Villars, on n'en parle pas trop, mais celui d'Enval, on en parle souvent parce que il y a beaucoup de sondages qui ont été faits, des captages pour récupérer de l'eau pour la ressource en eau potable. Hein. Que ce soit pour Orsine ou que ce soit pour Clermont. Voilà, donc là on est, alors j'insiste là-dessus, régime torrentiel ici, et puis là on est en régime de plaine, c'est-à-dire qu'on est en zone pratiquement plate, hein, on était sur des zones de marais, hein, comme l'était la Limagne. La Limagne c'était une zone de marais aussi, voilà. Alors ça c'est ce qui correspond, en fait tout ça c'est ce qui est en bleu clair, en fait toute cette partie-là en bleu clair, ben, c'est ce qui correspond au bassin versant de la Tirtaine. C'est-à-dire que toutes les eaux qui descendent, les eaux de pluie qui arrivent sur ce territoire, coulent dans la Tirtaine. Alors, là aussi, j'insiste sur la partie relief. Vous avez ici la coupe en long de la rivière, hein, donc en partant de la source et en allant jusqu'à son confluent avec le Béda. Vous voyez, on a des pentes très très fortes ici, dans la traversée de la faille de Limagne. Et les traits qui ont été inscrits ici, c'est ce qui correspond à la position des moulins. Hein, on a eu des moulins à Fontanas, Fontanas c'est juste ici, et puis après on est à Roya, et petit à petit, bon, compte tenu de l'affaiblissement de la pente, les moulins sont distants les uns derrière les autres, un peu plus distants. Le dernier ayant été repéré à Lussat, au cœur de la Limagne. Ce schéma-là, ben, c'est aussi pour... on parle souvent de l'amphithéâtre clermontois. Bon, ben, on voit bien les gradins. Tout ce qui est en foncé, la couleur la plus foncée, c'est là où on a les pentes les plus fortes. Hein. Donc, ce qui veut dire que... on va voir dans la diapo suivante. Là encore, une autre représentation des pentes très fortes et des zones de platitude. Hein. Là, ici, quand même... Donc, c'est schématique, hein, mais j'ai représenté les ravins qui rythment un peu le rebord de faille. Donc, on a la Tirtaine, mais on a des affluents, on a d'autres échancrures dans la faille, et là, on va voir les soucis que ça peut nous causer. Alors,
Un autre point particulier, c'est ce que j'appelle les cônes de déjection ici, c'est-à-dire des tas, comme des tas de sable, hein, au débouché des ravins, c'est-à-dire que tous les matériaux qui sont emmenés avec la force du courant en amont, ils vont s'entasser en bas. Mais la subtilité, c'est que l'eau, quand elle arrive en sortie de ravin, ben, en fait, elle se diffuse aussi bien, je dirais, en direction qu'en profondeur. C'est-à-dire qu'on va retrouver de l'eau qui va couler au-dessus, mais on a toujours de l'eau qui coule en dessous. Donc voilà, tout ça, c'est subtil. Hein. Alors, je reviens un peu sur tout à l'heure, je vous disais, les ruptures de pente, là, puis surtout les arrivées de tout ce qui coule, tout ce qui est un régime torrentiel qui arrive sur l'agglomération. Vous voyez qu'on en a plusieurs. Hein. Autre spécificité de Clermont, c'est qu'on a toujours des failles très profondes. Donc le Mar de Jaude, il est là, mais on a une faille importante qui relie les Salins à Saint-Alyre. Hein. On en a une autre qui est en biais entre Royat, pareil, et presque vers Saint-Alyre. Donc là aussi, c'est là que ressortent les eaux thermominérales très profondes. Un autre élément important, alors ça c'est une autre carte qui est aussi dans les années 1900, c'est pour vous montrer un peu le labyrinthe hydrographique, c'est-à-dire que vous voyez les traits bleus, il y en a partout, partout, partout. Alors vous avez ici en gros la Tirtaine Nord, hein, mais vous voyez qu'on a plein, tout ça c'est ce qu'on appelle des rases ou des rigoles, puisque l'eau elle était utilisée pour irriguer toutes les pâtures, les vergers, etc. Hein. Et ici c'est pareil, donc là on est dans le secteur entre les salins, Jaude. Vous voyez un peu le nombre de cours d'eau qu'il y a, et il faut imaginer que tous ces cours d'eau, normalement, c'était à chaque riverain de l'entretenir, enfin d'entretenir les bords, et puis le lit. On verra tout à l'heure que ça n'a pas été aussi simple. Et puis ce que j'ai voulu montrer aussi sur cette carte, tous les ronds correspondent à des endroits où la rivière se divise. Parce que bien souvent, une rivière, entre guillemets, normale, on va de l'amont vers l'aval plutôt sur une concentration des eaux. Là, c'est le contraire. Plus on va en aval, plus les eaux se divisent. Alors, c'est pas étonnant que dans la première diapo que je vous montrais avec le gros débit là-haut à Orsine, on ne s'y retrouvait pas en bas, quoi. Donc voilà, hein, en gros, les plus importants. Donc le plus important, je dirais, c'est celui-là, on en reparlera, c'est le parti d'où Saint-Victor. C'est là où on a la séparation Tirtaine Nord, Tirtaine Sud. Et puis, on a ici un autre bourg-père, c'est-à-dire à la Banque de France, où on avait la Tirtaine qui pouvait filer tout droit, enfin, elle bifurquait comme ça. Mais là, on a une bifurcation en direction de la place de Jaude. Aussi, au Pont de Neau, on avait une bifurcation. Alors là, c'est pareil, hein, d'un plan à l'autre. C'est vrai qu'on a un endroit, là, juste après le Pont de Neau, où on avait un moulin important. Et on avait, à certaines époques, l'eau qui partait directement en direction de la gare et vers Montferrand, alors que maintenant, l'eau, elle allait plutôt du côté de la Pradelle. À Herbé, c'est pareil. À Herbé, on a le cours d'eau principal qui s'en allait comme ça vers l'Artière, mais on en avait un autre qui passait derrière le casino, enfin, un casino qui traversait le Brézé, voilà. Et puis, donc, voilà un peu tous ces... Puis, place du 1er mai, alors là, on en a un qui est très important, puisqu'on avait le ruisseau des Prés de la Reine qui s'en allait par là, le ruisseau des Ronzières qui s'en va par là, le ruisseau, enfin la Tirtaine Nord qui s'en va par là, et le ruisseau de Cataro qui s'en allait comme ça. Alors, vous voyez, là à place du 1er mai, ça se divisait pratiquement en 4. Voilà. Alors, le plus important, le parti d'où Saint-Victor, bon, si on rentre dans le détail, il est un peu compliqué, parce qu'en fait, vous avez, alors voilà, la ligne de chemin de fer, hein, qui passe à la limite de Chamalières et de Royat, elle est là. Et juste, on avait un hôtel, l'hôtel Jeanne d'Arc, c'est celui-là, voilà. Enfin, il s'appelait l'hôtel Jeanne d'Arc, maintenant c'est une résidence normale. Dans les sous-sols de cet hôtel, on a cette vanne
la vanne qui est là, qui sépare la Tierten sud de la Tierten nord. Alors, là, ça s'appelle la Tierten nord, et s'appelle sur ce plan-là le vieux lit de la Tierten. En fait, c'est tout ce qui coule le plus important, quoi. Bon. Et puis, on a ici un bief. Moi, j'appelle le bief commun, parce qu'on n'est pas encore sur la Tierten sud, proprement dit. C'est un bief qui va distribuer les eaux entre le bief des usines, qui va longer la Tierten nord jusqu'à Chantrane, et puis la Tierten sud elle-même, qui va s'en aller en direction de Beaurepaire, et puis Place de Jaude. Voilà. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle la Tierten sud. Et puis la Tierten nord, ben, en fait c'est ça, quoi. Voilà. Et donc, en fait, on a une succession de deux vannes, l'une derrière l'autre. Alors, un autre élément, je vous ai parlé de tectonique, de géologie, de morphologie, etc. Un autre élément qui est important, c'est le climat. Et là, c'est une photo qui est très parlante, un orage sur la chaîne des Puys, pris depuis Gergovie. Donc c'est un gros feu d'artifice. Alors, justement, en parlant de feu d'artifice et d'inondation, là c'est pour montrer que tout ce secteur-là, donc qui est le rebord de faille, tout ce qui est les taches noires, là, ici, correspondent à des rivières qui ont été en crue, et les limites, là, ici, correspondent à des communes qui ont eu des arrêtés de catastrophes naturelles. Donc, ça montre bien que toutes les communes qui sont sous la ligne de faille, ben, en fait, ils se prennent des orages très fréquemment au point de vue statistique, quoi. Alors ça, c'est je dirais un résumé, c'est le diagramme qui montre un peu le relief. Vous avez la chaîne des Puys ici, vous avez le plateau des Dômes qui est là, et puis la ligne de faille de Limagne qui est là, et puis on a ici les côtes, Chanturgue, et voilà les limites, en rouge, les limites du bassin versant, et puis la Tierten nord qui est ici, et la Tierten sud qui est ici, voilà. Alors, là aussi, ce que j'ai voulu montrer, c'est un peu plus de détails sur le chevelu hydrographique dont je parlais tout à l'heure. Donc là, on est dans le secteur des Salins. Là, ici, on est sur Rabanès. Là, on est plutôt vers la Pradelle. Et puis, ici, on est sur Fongièvre, Saint-Alyre, les Buges. Et puis ici, on est juste avant, on est entre le cimetière des Carmes, et puis Montferrand qui se trouve juste ici, quoi. Donc voilà, il faut imaginer que tout ça, en fait, c'était du marais, c'était jusqu'en 1900, ben, c'était occupé par des maraîchages. On était, je dirais, dans le pays du jardinier, là. Alors, maintenant, on va évoquer, je dirais, la rivière comme espace de relation entre, je dirais, l'eau et puis les riverains. Alors, ça a été une des questions de ma thèse que j'ai soutenue en 98, puisque il y avait deux questions. La première question, c'est pourquoi les Clermontois ont recouvert leur cours d'eau, donc ça on va y venir. Et puis, est-ce qu'il est possible de modéliser la relation entre un cours d'eau et son voisinage? Et là, sur les trois cours d'eau de l'agglo, c'est-à-dire Béda, Tierten, Artière, j'avais trouvé une vingtaine de sites où on avait une relation vraiment qui était palpable, puisque à chaque fois, donc moi je l'avais cartographié, cette relation, si vous voulez, il fallait que... Pardon. Il fallait absolument qu'on ait un pont, donc là c'est le passage, c'est un point obligé, mais on avait bien souvent à côté un édifice cultuel, que ce soit un oratoire, une petite chapelle ou plus gros une église, mais on avait aussi un lavoir, on avait parfois un moulin, on avait un sentier qui longeait le cours d'eau, alors soit pour les pêcheurs, soit pour aller dans les jardins. Enfin, donc en tout cas, on avait un lieu de passage important, et ces secteurs-là, en fait, ce lieu de relation a été soit durable, soit éphémère, en fonction je dirais, de données physiques du cours d'eau. Parce que si on a un cours d'eau qui avait un faible débit,
une faible vitesse, ça ne pouvait pas marcher. Hein. L'exemple, je donne les deux extrêmes. À Sébaza, vous avez, quand vous êtes au niveau de la mairie, de la tour de l'horloge, enfin dans ces coins-là, vous avez la rivière qui est quand même assez large, qui est bien claire, vous avez plein de passerelles, vous avez des gens qui viennent donner à manger aux poissons, à la limite, hein, comme dans le temps on amenait des miettes pour les pigeons à jaune, là-bas c'était, on donnait des miettes aux poissons. Vous avez la place du marché, vous avez l'église, vous avez tout ça. Et là, on a une relation qui est durable. Alors qu'à Aulnat, il y avait eu un essai dans un lotissement au nord du bourg d'Aulnat. L'idée était d'amener de l'eau pour donner un peu d'animation dans le lotissement. Manque de peau, il n'y avait pas beaucoup de courant et c'était complètement plat. Donc peu de temps après, on s'est retrouvé avec des ordures dans le cours d'eau. Donc, les comportements des riverains jouent aussi en fonction de la qualité du cours d'eau, enfin de la qualité physique du cours d'eau. Alors, bon, quelques exemples justement d'endroits où il y avait cette relation forte entre. Alors là, c'est Tierten Sud, on est au niveau d'Herbé. Le pont d'Herbé, c'était le pont, ça c'est le petit pont entre Aubière et Montferrand, alors que le grand pont d'Herbé, c'était le pont de la Nationale. Donc on avait le moulin, on avait un endroit spécial pour les vaches, il y avait un lavoir public, enfin voilà, il y avait tout ça. Là c'est à Montferrand, donc place de la Fontaine. La Fontaine du Lion maintenant se trouve à l'intérieur des remparts. Là on était encore dans les anciens fossés, place de la Fontaine. Là, bon, à Roya, bien sûr, la grotte des Laveuses, là on avait beaucoup de monde, puisqu'on était juste en dessous de l'église au-dessus, qui était au-dessus là. Et puis le pont de Fongièvre, qui était aussi l'entrée de la ville. Et voilà, ça c'était le moulin qui a été détruit et dont je vous montrais la photo tout à l'heure. Voilà, alors on va parler maintenant de la relation, je dirais, harmonieuse. J'ai dit quoique, on dira pourquoi. Donc voilà les fonctions de la rivière et puis les usages que les riverains en ont fait. Alors là, bon, quand on voit ces photos-là, on est plus actuellement dans c'est plutôt les loisirs, la détente, l'animation urbaine, hein, voilà. Alors que dès le départ, la rivière, c'était quand même là qu'on puisait la ressource en eau, hein, puisque ça c'était un aqueduc romain qui piquait la Tiertaine au niveau de Fontanas, la Font-de-l'Arbre. Là, c'était bon, la fontaine d'Amboise qui était alimentée par la source Siméoni à Roya. Ensuite, des liens cultuels. Bon, faut imaginer que sur le secteur de Saint-Alyre et même à Chabalière, on avait une concentration d'édifices cultuels importants. Ça, c'était bon, la source des roches aussi. Il faut imaginer qu'on parle de miracles actuellement à Lourdes là, en ce moment. Bon, là, on peut considérer que la source des roches à Chamalières, c'était pratiquement la Lourdes de l'époque, au 1er siècle, puisque c'est là qu'on a retrouvé 8000 ex-voto de gens qui souhaitaient être guéris, soit qui avaient été guéris et qui remerciaient la déesse locale. Voilà. Ensuite, bon, l'irrigation, bien sûr. Là, ça, c'est la carte qui représente toutes les rigoles qui partaient de la Font-de-l'Arbre ou de Fontanas et qui irriguaient les versants de la haute vallée de Roya. Donc il y en a une vingtaine. Donc vous imaginez, là aussi, ça a créé quelques soucis parce que plus on irriguait là-haut, moins les meuniers en dessous avaient de l'eau. Hein. Donc là, il y a eu quelques conflits. Ensuite, bon, la ressource piscicole, donc outre la rivière, il y avait beaucoup de bassins aussi pour élever des poissons. L'énergie hydraulique, faut imaginer que, par exemple, sur Roya, on avait 34 moulins. Enfin, j'ai 34 sites de moulins, il y en a peut-être d'autres en plus. Le moyen de défense, donc, bon, par exemple, le top de la défense au Moyen-Âge, c'était quand même à Montferrand, où on avait à la fois les remparts, mais on avait les fossés tout autour de Montferrand, sauf ici sur la place de la Rodade, où là, automatiquement, on avait
un pont-levis à cet endroit-là, mais voilà, tout le long, tout autour, on avait les fossés. Et sur Clermont, les fossés, on les a eus pratiquement que sur la partie nord-ouest, puisque là, ici, c'est ce qui correspond à la porte des Gras, et donc cette eau était alimentée justement par la Tirtaine Sud qui arrivait ici au niveau de la place de Jaude. Voilà. Et là, après, les remparts montent en hauteur et on n'a pas la juxtaposition des douves et des remparts. Alors, autre fonction de la rivière, c'était la ressource minérale. Donc, vous voyez que, par exemple, ici, on est dans le parc thermal à Roya. Ça, c'est l'arrivée du Liabou, qui est un affluent rive droite de la Tirtaine. Et c'est l'affluent qui charrie le plus de minéraux. Bon, forcément, puisque ce cours d'eau prend sa source, je dirais, sous Grave Noire. Donc, quand il y a des orages importants là-haut, j'aime vous dire que ça dégage un peu les scories. Hein. Bon, là, ici, c'est une anecdote par rapport aux sources thermominérales, puisque c'est au pont naturel. Et le pont naturel, c'était justement une excroissance liée, je dirais, à la sortie d'eau chargée en minéraux et à la faveur de la sortie à l'air, justement les minéraux se déposaient et voilà le résultat. Autre utilité, bon alors je reviens sur l'aspect santé, ici c'est ce qui était inscrit derrière l'établissement thermal de Saint-Alyre, à côté du pont naturel. Hein, donc ça soignait les rhumatismes articulaires, musculaires, nerveux, enfin tout ça. Et résultat surprenant, mais alors là, on ne sait pas si c'était dans un sens ou dans un autre. Hein. Utilité aussi pour les incendies, donc voilà. Et puis vous allez dire aussi pourquoi transport fluvial. Il y avait un projet de canal. Paraît-il, l'idée datait de Catherine de Médicis. C'était puisque les routes étaient vraiment impraticables, c'était affreux. Hein. On ne peut pas imaginer. C'était comme si vous alliez dans un chemin non remembré en Limagne il y a une vingtaine d'années. Hein, c'est de la boue partout. Et donc le transport fluvial, quand l'Allier était, je dirais, navigable, parce que c'était pas possible, on n'avait pas assez d'eau, et en hiver on avait des crues. Donc c'était pas simple non plus, mais enfin en tout cas, normalement la Tirtaine et le Béda devaient joindre leurs eaux pour regagner soit Pont du Château, soit Maringues, mais en tout cas pour permettre, je dirais, d'emmener après les marchandises vers Paris, ou vers Orléans, vers Nantes, etc., via l'Allier. Alors, donc toutes ces fonctions de la rivière qui étaient plutôt positives, se confrontent à des usages qui sont aussi... je dirais, source de conflit. Hein. J'ai dit tout à l'heure ce qui se passait entre les irrigants et puis les meuniers. Et puis on avait aussi, notamment, on en avait dans le plan de 1902, on en avait encore deux à Place de Jaude, on avait des tanneries. Hein. Et les tanneries, c'était l'horreur pour le voisinage. Quoi, hein. Donc ça, c'est des photos prises à Maringues. Il y a des cuves ici, et puis la morge qui se trouve là, juste à côté. Et les produits allaient directement à la rivière. Quoi. Alors, résultat, ça c'est un souvenir mémorable des Clermontois, des rats on en voyait partout. Voilà, alors, les rives quand même, on va passer dans la période, je dirais, moins agréable, mais il y avait quand même, à la moitié du 19e, beaucoup de peintres à l'époque romantique qui se sont pointés sur Roya pour laisser quelques tableaux. Donc ces tableaux sont visibles au musée Quillot. Voilà, alors, la relation qui devient tumultueuse. Alors, la rupture rime avec couverture, donc voilà, celle-là je vous l'ai déjà montré, pardon. Celle-là je vous l'ai déjà montré tout à l'heure, hein, on est toujours rue de Blanza. Là par contre on est dans le quartier des Vergnes, enfin, on est à la limite de Clermont et de Gerzat. Voilà, dans les débuts des années 80, la Tirtaine qui commence à être couverte hein, dans ce secteur-là. C'est exactement dans le secteur de Champmerle. Alors pourquoi on en arrive là? Déjà, l'ambiance générale, c'est qu'on est dans la période de ce qu'on appelle la révolution industrielle. Donc depuis un certain temps, il y a tout un tas d'innovations
qui font que petit à petit, ben, les moulins de base deviennent des usines en largeur, en hauteur, etc. Et puis, surtout, l'énergie va être modifiée jusqu'en 1800, même 1900, on n'avait a priori que l'énergie hydraulique. C'est-à-dire, là, on utilisait l'eau de la rivière. Sauf que, même avant 1900, on commence à utiliser la vapeur. Donc la vapeur, ben, petit à petit, alors, quand l'eau est à côté, ça va bien, mais ça veut dire qu'on commence à ne pas être lié géographiquement avec la rivière. On peut avoir récupéré de l'eau par ailleurs. Ensuite, 1900, l'électricité arrive et certains meuniers essayent de regrouper des chutes pour avoir, je dirais, un maximum de hauteur pour pouvoir avoir de la puissance, faire marcher les turbines. Voilà, ça c'est une turbine qui devait être celle-là, je crois, dans la tannerie de Roya. Donc voilà l'évolution. Et puis, alors là, l'électricité va complètement changer la donne, puisque ben, dès l'instant où on a l'électricité qui arrive, soit de Sauvia sur l'Ador, soit de Cueil sur la Sioule, on n'a plus besoin d'être, on n'est plus lié à la présence de l'eau de la rivière. Autre élément qui va chambouler un peu la Tirtaine, c'est-à-dire qu'est-ce que vient faire le phylloxéra ici. Et bien, le phylloxéra, quand il est arrivé, alors il faut se rappeler qu'à ce moment, jusqu'en 1900, la région clermontoise était la 3e région viticole de France. Donc ça aussi, on a du mal à imaginer. Et donc tout le vignoble a été détruit, donc catastrophe économique, catastrophe sociale, puisque beaucoup de villages ont été abandonnés sur le tour de Clermont, Beaumont, Aubière, tout ça, ça a vraiment été très dur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui nous intéresse, nous, par rapport à la Tirtaine? C'est que toutes les terres qui sont sur les versants de l'amphithéâtre clermontois, ce sont des terres fines, hein, qui, je dirais, à la faveur du gel des gels, disons, et puis à la faveur des murettes qui n'étaient plus entretenues, toutes ces terres fines se sont retrouvées où? En bas, donc dans la partie marécageuse. Et qui dit partie marécageuse dit il n'y a pas de courant, hein, il n'y a pas de courant pour entraîner ces terres. Donc là, on a eu un colmatage de tous les petits cours d'eau que je vous montrais tout à l'heure. Et puis là, ben, les riverains, ben, ils n'arrivaient pas à entretenir, quoi, parce que ça veut dire qu'il fallait s'entendre avec celui qui est en face, s'entendre avec celui qui est à l'amont, celui qui est à l'aval. Bon, c'était le truc impossible, quoi. Alors, autre élément qui a joué aussi, c'est la période de l'hygiénisme. Alors, suite aux travaux de Pasteur et de ses collègues, une des conséquences, c'était de dire, bon, l'eau, il ne faut plus qu'on vienne la chercher à la fontaine, hein, il faut que l'eau arrive dans les logements pour éviter toutes ces épidémies qui sévissaient, je dirais, régulièrement dans le pays, quoi. Alors, donc, beaucoup plus d'eau. Ensuite, on construit des lavoirs qui ne sont plus, disons, sur les pierres à laver. Hein, on laisse tomber les pierres à laver, puisque de toute façon, on commençait à avoir une bonne pollution déjà. Et puis, donc aussi, on commence à construire ou aménager des hôpitaux. Et là, vous avez une photo, donc ça c'est l'hôpital Sabourin, mais vous avez une photo de la Plaine ici. Et là, la cité de la Plaine intègre complètement les principes, je dirais, édictés par les savants hygiénistes, quoi. Donc, entre autres, ben, toutes ces maisons-là, ben, elles avaient le chauffage, elles avaient la douche, etc. Alors que pratiquement toutes les maisons à l'intérieur de la butte de Clermont, ils n'avaient pas tout ça, quoi, hein. Bon, voilà. Alors, ça, donc, conséquence, l'afflux d'eau. Mais alors, l'afflux d'eau, il a été encore, en plus, renforcé, le besoin d'eau, renforcé par toute l'industrie qui est arrivée, l'industrie caoutchoutière. Donc, vous avez la première, c'était Torillon, qui était implantée au Carrefour Europe, à Chamalières. Ensuite, vous aviez Bergougnan,
qui était à cheval sur le boulevard Berthelot, qui est là. Hein. Vous aviez ça, c'est Galaxy ici, et là, c'est Beaulieu. Hein, voilà. Et puis, bien sûr, Michelin qui a commencé par l'usine des Carmes, et puis qui s'est étendu après en allant à Catarou, la Combaude, etc. Hein, voilà. Donc là, les industriels, là, ils avaient énormément besoin d'eau, aussi bien pour nettoyer le caoutchouc de base, mais aussi pour, je dirais, alimenter les fours qui permettaient de mouler les pneus, quoi. Alors, comment Clermont évolue à ce moment-là? Vous avez ici la comparaison entre 1842, le train n'est pas encore arrivé, hein, le train arrive qu'en 1855, hein, la gare se trouve par ici, hein, et puis Montferrand qui était encore coincé dans ses remparts. Et puis, vous voyez, en 1947, bon là on a des usines, on a des cités, donc la ville s'étend complètement. Maintenant la jonction est faite avec Montferrand. Et puis, bon ben là, par rapport, on est au-dessus de Roya, là, du côté du chemin des Crêtes, on voit un peu comment la périphérie s'est étendue, hein, et puis surtout la nappe urbaine, là c'est vu au-dessus de Chamalières, depuis en gros la montagne percée par là. Voilà. Alors, je continue après les autres éléments pour arriver à l'état final de la Tirtaine. Bon, la renaissance du thermalisme, quand on retrouve les sources que les Romains exploitaient, on les retrouve, je dirais, vers 1850, et puis 1870, c'est là où Napoléon III vient donner le coup de pouce pour que la station de Roya-Chamalières démarre. Donc voilà l'établissement thermal au départ, avec les premiers hôtels, mais aussi il fallait penser que par rapport à la cliente, je dirais, pour la marche de l'hôtel, ben, il fallait quand même que le linge soit nettoyé. Hein. Donc vous avez la blanchisserie, teinturerie et trincard, et là je peux vous dire que tout ce qui sortait de la rivière filait directement, enfin tout ce qui sortait de l'usine filait directement dans la rivière. Ainsi que toutes les toilettes des hôtels, pareil, il n'y avait pas d'assainissement. Hein, là, je pense que c'était que l'assainissement, hop, ça filait directement à la Tirtaine. Donc vous imaginez déjà, en partant de Roya, ce que ça pouvait faire. Alors ensuite, je reviens sur la ressource en eau. Donc du coup, avec toute cette demande, à la fois pour l'hygiénisme et puis pour les industriels, on a commencé à aller chercher de l'eau dans la haute vallée de la Tirtaine, puisque la source Siméoni qui était là, qui alimentait la fontaine d'Amboise, ça ne suffisait plus. Donc on est monté à Marpont, on est monté à Fontanas, à la Font de l'Arbre. On a même été dans la haute vallée du Béda, au-dessus de Durtol, là c'est la source des Combes. Et manque de chance, ça ne suffisait pas. Donc à partir de 1920, on a été chercher de l'eau dans l'Allier. Donc voilà un captage dans la vallée de l'Allier. Et ça c'est le réservoir du Puy de Banne, qui alimente maintenant Clermont. Clermont est en gros alimenté 75% par l'eau de l'Allier. Alors, donc ça c'était, je dirais, l'histoire de l'épopée de la ressource en eau, mais on ne s'était pas préoccupé d'assainissement encore jusqu'à ce moment-là. Et c'est quand on a eu cet afflux d'eau sur la ville, où l'eau a commencé à couler sur les rues, hein, dans les caniveaux, etc., mais il n'y avait pas de tuyaux. Et là, ça a commencé à être un peu dur. Donc déjà, vous voyez le réflexe, c'est-à-dire que dès l'instant où on était au-dessus d'un cours d'eau, on mettait les sanitaires au-dessus, hein, et puis voilà le résultat. Et donc là ça c'est l'ancien tracé de la Tirtaine Sud, qui était couvert. On est boulevard François Mitterrand, là. Vous voyez, la maison de la culture se trouve là. Hein. Et là, en fait, je dirais cette partie souterraine de la Tirtaine a été doublée par une canalisation en béton à l'emplacement du tram, hein, parce qu'on avait peur que ça s'écroule. Alors, donc l'eau de la Tirtaine, ben, à force de tout ça, tout ce que je vous ai raconté, donc c'est devenu un cocktail infernal. Donc vous voyez, l'apport minéral suite, je dirais, au phylloxéra, l'apport chimique lié à tous les déchets d'usine,
Les apports organiques, là je vous ai montré les abattoirs, hein, qui se trouvaient actuellement, enfin actuellement c'est la caserne des pompiers, hein, et je ne vous parle pas du transit de tous les ouvriers qui travaillaient sur le long de la Tirtaine, hein, donc voilà le résultat, c'est ça, voilà. Et bon, cette bouteille-là, ça c'est clair, hein, parce que je peux vous dire que j'ai vu le ruisseau de Malintrin en sortant de Montferrand, c'était noir, 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 hein, voilà. Alors, l'entretien du cours d'eau, ben voilà, je vous ai dit tout à l'heure que c'était à chaque riverain de s'occuper de chacun des berges et de la moitié du lit, et comme c'était impossible, petit à petit, la collectivité a été obligée de s'y mettre. Et ben, la facilité après, si on voulait avoir accès, je dirais, au cours d'eau, ben, c'était de glisser petit à petit les eaux sous les rues, hein, à la faveur des tuyaux. Donc, du coup, on avait avant, hein, le plan que je vous montrais avant, un labyrinthe aérien, et maintenant, on a un labyrinthe, mais labyrinthe urbain sous les rues. Vous voyez, puisque là, partout sous les rues, on a de la tuyauterie, et on a du mal à imaginer ce qui se passe. Alors le résultat, vous voyez maintenant, pardon, vous voyez que ça c'était les premiers tuyaux, donc je vous passe un peu les... Mais quand même, vous voyez que ça c'est le tuyau qui se trouve sous le boulevard, les boulevards sud de Clermont, c'est-à-dire boulevard Jean Jaurès, boulevard Côte-Blatin, voilà. Vous avez un tuyau qui est à entre 15 mètres et 25 mètres de profondeur. Voilà. Donc ça c'est la Tirtaine Sud. Donc maintenant, on n'est pas près de la voir, celle-là. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on est arrivé à mettre l'eau aussi profondément? Déjà, l'urbanisation, c'est-à-dire que là, ça c'était dans les années 80, des restes de maraîchage qui étaient autour de la ville. Maintenant, tout ça c'est urbanisé. Vous avez les infrastructures qui se sont multipliées, hein, du côté de la Limagne. Et puis l'imperméabilisation des sols, quoi. Donc vous voyez que maintenant, on veut du confort sous les pieds, hein, on ne veut pas avoir les pieds dans la boue, et du coup, à chaque fois qu'il pleut maintenant, l'eau, elle coule très rapidement, elle est guidée vers les tuyaux sous les rues. Mais résultat aussi, c'est que les anciens cours d'eau, ça c'était justement le ruisseau de Malintrin qui passait là. Ben maintenant, ce pont-là ne sert plus à rien, puisque l'eau passe à 4-5 mètres en dessous. Hein, voilà. Et là, là aussi, le hasard a fait que c'est le secteur qui s'appelle le Pont Neuf, avenue du Limousin. Vous avez les services techniques de la ville qui se trouvent là. Et ben là, il y avait un pont. Ce pont avait été complètement caché par les remblais, puisque la vallée du Rivali était comblée. Alors, là aussi, vous allez me dire, qu'est-ce que vient faire la révolution agronomique pour la Tirtaine? Alors, après la Deuxième Guerre mondiale, ce qui s'est passé, c'est que les agronomes ont dit il ne faut pas que la plante, les céréales, il ne faut pas qu'elles soient nourries en permanence par la nappe phréatique, hein, c'est-à-dire par les racines tout le temps dans l'eau. Il faut qu'on apporte de l'eau quand on en a uniquement besoin. Par exemple, le maïs... en général, on l'arrose beaucoup plus en juin-juillet. Bon. Donc, on va utiliser ces fameuses rampes qui sont là. Et du coup, pour que l'espace, enfin toutes les terres soient suffisamment sèches pour les céréales, à ce moment-là, on va baisser le niveau de la nappe phréatique de 4 à 5 mètres. Hein. Donc, du coup, on s'est retrouvé avec des suppressions des méandres, hein, et puis avec des canaux qui sont vraiment rectilignes, qui traversent la Limagne. Là, ici, c'est l'ancien confluent du Béda, ici, avec la Tirtaine, ici. Bon. Mais, donc, là, ici, justement, j'ai fait un autre schéma pour expliquer tout ça, la relation entre la révolution agronomique et la Tirtaine. Alors, vous avez ici, en 1940, donc avant la dernière guerre, vous aviez la Tirtaine qui coulait, je dirais, au ras du sol. Hein. Et puis, donc, après 1960, donc c'est là qu'il y a eu le grand programme qui s'appelle l'aménagement hydraulique de la Limagne, c'est-à-dire qu'on a baissé le niveau de la nappe phréatique. Tout l'endroit où on cultive les céréales, c'est de ce côté-là,
Et puis là, c'est la ville. Bon, et tant qu'on n'avait pas baissé ici, ben, on ne pouvait pas abaisser de ce côté-ci. Donc vous voyez que la Tirtaine a pu être enterrée en ville dès l'instant où, en Limagne, on avait réussi à baisser le niveau de l'eau. Voilà. Donc en 90, ben, c'est là qu'on a fini de l'encadrement de la Tirtaine, je dirais jusqu'à Fongièvre, quoi. Alors, là aussi, le bilan de la gestion de l'eau. Donc on a, disons que les municipalités, elles ont réagi en fait en fonction de l'urgence. Donc la première urgence, hein, je reviens un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, ça a été suite à l'hygiénisme, hein, en gros, et puis les industries, la ressource en eau. Là, on est arrivé à chercher l'eau dans l'Allier. Ensuite, l'assainissement. Donc il y a eu une première station d'épuration en 70, mais qui a été remplacée par celle-ci, la station des Trois-Rivières. Voilà. Et puis, ben, justement, à partir de 1990, avec toute l'imperméabilisation de la ville, et puis son extension, ben, on est arrivé à avoir des crues de plus en plus fréquentes. Donc là, ici, on est en 2014, et puis là, on est en 2016, ça c'est à l'intérieur de l'usine Michelin. Et là, les gens qui étaient en train d'installer justement des appareils de mesure, ils ont dit, mais la vitesse de l'eau, là, c'est comme si c'était vraiment une chute, quoi. Donc, pour dire, la vitesse, l'eau allait à plus de 6 mètres secondes, là. Alors, voilà, diagnostic. Bon, on ne peut plus rien faire, hein. La rivière, elle enquiquine tout le monde. Hein. Soit c'est complètement déstructuré sur les rives, soit c'est une grosse inondation. Et puis ça, vous voyez, c'était une image qui était dans le journal de Clermont, hein, dans le Demain Clermont. Donc, moralité, hop, il faut que la flotte rentre dans les tuyaux. Donc, vous voyez, c'était un peu ça le leitmotiv de l'époque. Alors, j'ai fait ce schéma-là aussi pour expliquer la relation entre, je dirais, les riverains et la rivière. Donc, en fait, la qualité relationnelle, c'est ce qui est en ordonnée, et puis le temps est dans les abscisses. Et alors, vous voyez, ici, on est au niveau de l'adulation de la rivière, la valorisation, le respect, tout va bien. Et puis là, l'oubli, l'abandon, vous voyez, on va avoir la Tirtaine, la relation avec la Tirtaine qui va chuter petit à petit. Et alors là, c'est vrai, l'oubli, l'abandon, l'agression. Là, on est autant où il y a le maximum d'abus par rapport aux pollutions sur la rivière. Et on est entre 1900 et 1930, quoi, hein. Et après, avec l'arrivée du premier schéma d'assainissement, petit à petit, cette relation va s'améliorer tout doucement, hein. Là, j'appelle quand même ça le temps de la disgrâce et de la vengeance, de la condamnation à la vengeance, et puis le temps du statu quo. Alors là, hein, donc après 90, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à faire du tuyau? Est-ce que, bon, voilà, il y a des questions qui se posent là. Voilà. Alors, un autre schéma aussi pour rappeler un peu quand même que vivre à côté d'une rivière, c'est pas évident, hein. C'est-à-dire que là, ce que j'ai fait, c'est un schéma un peu de temps de crise. En général, quand tout va bien, on se trouve à ce niveau-là. Hein, c'est ce que j'appelle un peu l'harmonie, quoi, hein, tout va bien. Hein. Et puis après ça, il y a des tensions. Alors les tensions, ça peut être des tensions soit d'usage, soit de non-entretien, etc. Donc petit à petit, ça va commencer, oui, donc dans ces parties-là, la tension va monter. Après ça, je dirais, on va avoir des critères humains aussi qui vont être de l'imprévision, c'est-à-dire qu'on va se dire, bon, ben, de toute façon, la crue de 1835, c'était en 1835, maintenant on s'en fout. Hein, donc voilà, c'est des choses des réactions, je dirais, humaines. Ensuite, on va aller plus loin, l'irresponsabilité. C'est-à-dire que, par exemple, si l'ordonnance de 1844 imposait un pont de 7 mètres de large et qu'on fait un cadre en béton de 2 mètres derrière, ça, c'est de l'irresponsabilité. Vous voyez, donc, l'imprévision, ben, c'est par exemple si ben, on n'a pas su maintenant, c'est vrai qu'avec les moyens météorologiques, on peut essayer d'avoir plus de prévisions que ce qu'on en avait il y a 2 siècles.
Et puis, voilà, le laisser aller, la méconnaissance. Et donc, du coup, quand on ajoute tout ça, eh ben, on arrive avec le climat qui va apporter, disons, ses excès. Et puis là, on va avoir un gros orage et puis ça va être la panique. Donc, en 7, on va avoir les réactions à chaque fois qu'on a des grosses crues, les secours, hein, les constats des assureurs, hein, ensuite les réparations, les indemnisations, une nouvelle réglementation, parce que bien souvent, à chaque fois qu'on a une grosse crue, on a une nouvelle réglementation, et on repart sur un nouveau cycle. Hein, et après, ça recommence. Hein, donc, en fait, les crises, c'est comme ça, quoi. Hein. Voilà, c'était un petit rappel comme ça en passant. Alors, maintenant, où on en est, hein, après toute je dirais, cette approche qui est assez négative. Donc voilà, pardon, je passe de la commune à la métropole. C'est-à-dire que, moi je me rappelle, je dirais même encore, quand j'avais présenté mon bouquin, donc dans les années 97, à un maire, il m'avait dit « Ouais, la Tirtaine, je la connais par cœur. » Mais par cœur. Hein. Alors, au-dessus, je me méfie de ce qu'ils font. Mais alors, en dessous, je m'en fous. Donc, vous voyez, c'était l'état d'esprit de l'époque. Hein. Ensuite, en plus, les tuyauteries, il y a des tuyauteries qui étaient gérées par les communes, d'autres qui étaient en intercommunal. Enfin, c'était très complexe, quoi. Alors que, donc, depuis le 1er janvier de l'année dernière, de 2017, maintenant, toutes les compétences concernant le cycle de l'eau sont gérées par Clermont Communauté, enfin Clermont Métropole. Donc que ce soit la ressource, que ce soit l'assainissement, que ce soit le risque inondation. Donc tout ça maintenant c'est la même casquette, donc ça assure quand même une cohérence au niveau du bassin versant. Alors voilà, donc maintenant l'approche globale c'est ça, hein, la ressource en eau potable, l'assainissement, les inondations, et puis on arrive donc sur cette définition du cycle, gestion durable du cycle de l'eau. Et en même temps, donc je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette structure de réflexion qui est le schéma d'aménagement et de gestion des eaux de l'Allier-Aval, c'est-à-dire que c'est un organisme qui... c'est pas une collectivité, hein, c'est un organisme de rencontre de tous les usagers de l'eau, hein, à l'échelle d'un bassin. Donc là, c'est le bassin de Brioude jusqu'à l'embouchure avec la Loire. Donc les enjeux actuels par rapport à l'eau de l'Allier et de ses affluents, donc la Tirtaine faisant partie de ses affluents, c'est la sécurité par rapport aux inondations, la ressource en eau, l'assainissement, la biodiversité, et puis bon, l'entretien des berges, bien sûr. Voilà, donc il y a une commission qui s'appelle la Commission locale de l'eau, qui regroupe des administrations, des entreprises, des agriculteurs, etc., des associations, et voilà, ils ont élaboré un plan un chantier à réaliser sur, je dirais, les dizaines d'années à venir. Alors, si on parle donc la sécurité inondation, alors là pour moi, vous voyez, ici c'est une présentation en 3 dimensions là, du rebord de faille. Parce que c'est vrai que quand on regarde le rebord de faille depuis Clermont, bon, on ne voit pas tous ces détails-là de la réalité du relief. Hein. Vous voyez, tout ça, c'est des ravins qui descendent sur la ville. Et donc, et en dessous, ce que j'ai schématisé, ben, c'est la dispersion de l'eau dans toutes les tuyauteries et sous les rues. Hein, voilà. Donc là, ici, c'est ce que j'appelle l'épée de Damoclès ou la roulette russe. Vous allez voir pourquoi. Parce que c'est là qu'on a le phénomène, les fameux phénomènes d'embâcle. L'embâcle, c'est quoi? À la faveur d'un gros orage, dans un espace boisé, vous allez avoir de l'eau qui va arriver avec force, qui va emmener des matériaux, que ce soit des branches, que ce soit des rochers, etc.,
Tout ça, ça va s'accumuler, ça va faire un petit barrage. Le petit barrage va céder, il va se retrouver sur le barrage suivant, mais comme il aura de la force, etc., ça devient de plus en plus haut, et on arrive finalement en bas, ce qui s'était passé en gros en 1835, à avoir une vague de 3 mètres de haut qui arrive, hein, à toute vitesse, bien sûr. Donc ça, on peut imaginer que personne ne s'en sort, quoi, hein. Donc, je rappelle, même sans qu'on soit, je dirais, à la sortie de l'espace boisé, en 2014, quand on a eu l'orage le 9 août 2014, en gros 17h30, 18h, orage de grêle, il y a une vague de 2,50 m qui est passée par Beaulieu, hein, par le parc de Beaulieu. Et là, j'ai des photos, puisque les branchages étaient encore sur la partie haute du parapet de la passerelle qui se trouve au milieu de la résidence, là. Donc ça veut dire que, voilà, de 2,50 m de haut, il valait mieux pas être à pied à côté du ruisseau, là, hein. Voilà. Donc, voilà, j'insiste lourdement sur ce problème d'arrivée d'orages qui peuvent très bien tomber d'un côté ou de l'autre, hein. Moi, j'ai toujours en tête ce qui s'est passé en 92 à Châteauguay. On ne sait pas combien d'eau est tombée. Les météorologues disent entre 200 et 300 mm d'eau qui sont tombés d'un coup, juste en amont du bourg de Châteauguay. Le résultat, c'est que toute cette eau s'est retrouvée à toute vitesse, bien sûr, à Pompignat, en bas, après avoir creusé un sillon de 80 cm de profondeur, et puis complètement barré la Nationale 9 en bas, au niveau de l'Adoux, quoi. Donc, si on avait ce phénomène-là, un peu en dessous, là, hein, en descendant le long de la ligne de faille, là, en dessous, du côté d'Orsine, je ne vous dis pas ce qui se passerait en dessous sur Chamalières, Roya et Clermont. Bon, alors, donc voilà, ça c'est la carte des zones inondables de l'agglo. Donc vous avez ici, on est sur Chamalières, là, vous avez la Tirtaine. La Tirtaine ici, ça c'est le ruisseau de Villars. Vous avez, on descend, on arrive au niveau de Saint-Alyre. Ça c'était l'arrivée du Rivali. Et puis après, ben voilà, on arrive ici, on est au Carme. Et petit à petit, ça c'est Catarou. Et on arrive sur les Vergnes. Voilà. Vous avez la Tirtaine Sud dans ce secteur-là, ça c'est dans le secteur des Salins. Là, on est du côté de la Pradelle, par là, et puis on arrive, ça c'est la zone du Brézé. Voilà. Vous avez ici la ligne de chemin de fer, l'autoroute, là. Voilà. Donc ça fait quand même pas mal de zones où, vous voyez, le nombre, ça c'est pour la crue centenale quand même, bon, on peut espérer qu'on n'en aura pas tous les jours, mais quand même ça vous donne le nombre d'habitants touchés par ces problèmes de crue, et puis les emplois qui sont stoppés, hein, ça fait quand même pas mal. Alors bon, ça c'est la carte un peu des réseaux d'évacuation, hein, c'est toute la tuyauterie qui permettrait d'évacuer, je dirais, les crues le plus vite possible. Et puis, ben, il se passe quand même des choses, il y a des dispositifs qui sont en cours. Bon, alors, certes, il y a eu quelques bassins qui ont été réalisés, mais ça c'est un bassin qui se trouve sur Chamalières. Bon, c'est une mare, hein, bon, ça va capter quoi, 5000, 6000 m3, alors que le bassin de Chantemerle, en limite de Gerza, il fait 170 000 m3. Hein, on n'est pas à la même échelle. Il y a quand même des dispositions, les plans d'occupation, anciens plans d'occupation des sols, qui sont maintenant des plans locaux d'urbanisme, ont évolué, d'une part, par des prescriptions quand on construit une maison, alors selon les endroits, selon les communes, mais vous voyez que les toitures terrasses permettent de ralentir l'évacuation des eaux pluviales vers le bas. Hein, parce que le gros problème sur Clermont, en fait, en particulier sur Aulnat, comme Aulnat c'était la commune la plus basse de l'agglo, à chaque fois qu'il y avait des grosses inondations, c'était Aulnat qui freinait, quoi, hein. Donc l'objectif c'était de ralentir l'eau au maximum. Autre élément qui bouge pas mal, c'est que vous avez ici un micro-radar. Sur l'observatoire physique du globe, là-bas, sur les CESO, c'est un radar qui fonctionne sur, je crois, une dizaine de kilomètres de rayon. Donc c'est un radar d'essai. Bon,
mais qui était aussi employé, ce type était employé aussi par Limagrin, par Michelin aussi, mais maintenant, il est en cours d'essai. C'est un radar qui est implanté dans les combrailles et qui va apporter quand même beaucoup d'informations sur les prévisions de gros orages, puisque ce radar aura un rayon de 50 km, ce qui fait qu'il peut capter tout ce qui se passe sur le massif du Sancy et surtout sur le versant ouest de la chaîne des Puys. Donc qui permettra, je dirais, aux autorités de réagir quand même un peu plus tôt que ce qu'on pouvait le faire avant. Puisque il y a 1 an, 2 ans, c'est peut-être pas gentil ce que je dis, mais c'était une sorte de bidouillage entre un radar qui était à Bourges, un radar qui était à Lyon et un radar qui était en Haute-Loire. Donc sur Clermont, c'était un peu aléatoire. Là maintenant, on aura quelque chose de beaucoup plus fiable. Alors, maintenant sur la ressource en eau, bon, je ne m'étends pas beaucoup. Ce qui évolue, c'est que par exemple, vous voyez ici, toujours la source Simeoni qui alimentait la fontaine d'Amboise, ben c'est fini, puisque il y a 4-5 ans, on s'est aperçu qu'il y avait des hydrocarbures dedans, donc c'est pas très bon pour la ressource, pour l'eau potable, quoi, hein. Alors du coup, ben, vous voyez que les eaux de la source vont directement dans la rivière. L'objectif qualité, ben, c'est que l'année dernière, voilà, une grosse usine de traitement des eaux a été installée à Cournon, hein, et là, traite l'eau de façon très fine. Et bon, c'est une assurance qualité pour les eaux issues de la rivière. Et puis, enfin, c'est pas issu de la rivière, issu de la nappe alluviale de la rivière, hein, je précise. Et puis là, bon, ben, au cas où on ait un problème sur l'Allier, ce qui peut arriver aussi, puisque là aussi il y a eu des efforts de fait par rapport à chacun des captages, mais il y a quelques années, il y avait eu une crue de l'Allier, et pendant 3 ou 4 jours, l'eau était inutilisable pour l'alimentation en eau de la ville. Donc, faut toujours se donner un peu de mou, et c'est pour ça qu'il y a eu un captage qui a été testé dans le Mar d'Enval sur Orsine. Bon, la station d'épuration, là j'y reviens pas, hein. Alors par contre, l'objectif en termes d'assainissement, c'est d'optimiser la station. Alors la station, effectivement, elle est, je dirais, au top en termes d'épuration, sauf que ça marche bien que si on lui amène du concentré. C'est-à-dire que si on lui amène de l'eau usée avec de l'eau pluviale, ça ne va pas. Donc ça, c'est un gros problème. Et puis, il y avait un objectif aussi, je dirais, poussé aussi par les directives européennes. Normalement, en 2015, on est censé avoir une eau avec une qualité écologique bonne. Donc, depuis 2015, manque de peau, on n'y est pas encore. Hein, donc, c'est repoussé à 2022. Mais enfin, donc l'objectif, c'est bien d'arriver à atteindre cette qualité des rivières. Donc, notamment, la rivière qui reçoit les résidus de la station d'épuration. Enfin, les résidus, qui reçoit l'eau traitée Alors, là aussi, je vous fais une parenthèse sur ce qu'on a sous les rues. Hein, on a du mal à imaginer un peu ce qui se passe. Je mets à part les réseaux électriques, téléphoniques, le câble, etc., le gaz. Vous avez en général donc, au moins cette tuyauterie de l'eau potable, hein, un gros tuyau et puis les petits tuyaux qui alimentent les riverains. Mais vous avez, en termes d'assainissement, 2 solutions. Soit vous avez 2 tuyaux l'un à côté de l'autre, un gros et un petit, le petit récupérant les eaux usées, et le gros récupérant les eaux pluviales. Mais c'est pas si simple que ça. Alors, le réseau unitaire, en fait, c'est ce qu'on appelle le tout à l'égout, hein, quand il a été construit, on y met tout dedans. Alors, comme on récupère les eaux d'un cours d'eau, on a toujours des matériaux minéraux, hein, soit, je ne dis pas de la vase, mais des gravillons, des cailloux, des petits rochers, etc. Bon, on avait bien sûr les eaux usées, les eaux pluviales, et puis, en bleu clair, les eaux claires. Je rappelle que Clermont, il y a plein de sources partout. Je vous ai montré tout à l'heure les failles principales, mais en fait, en dehors de ça, on a de l'eau qui sort de partout. Donc, les eaux claires, bien souvent, comme ça coulait dans les rues, qui étaient à ce moment-là des rues toujours en terre
terre battue, tout ça, mais c'était impraticable, donc on mettait vite fait ce qui sortait de la source, ça filait directement dans les tuyaux. Donc le gros problème de Clermont, c'est que à 80%, on se retrouve avec ce système-là. Hein. Alors que là, ça c'est le système séparatif qui a été donc, mis en œuvre depuis les années 1975, donc très récemment. Hein. Alors, comment on fait sur Clermont? Pour justement que la station d'épuration, avec ce qui lui arrive là, hein, avec tout ça, comment on peut faire fonctionner? Alors, il y a deux solutions. Alors, le problème, c'est que quand on a, je dirais, des fortes arrivées d'eau liées à des orages, là, ici, on est en période de temps sec, donc l'eau va directement vers la station. Mais là, quand on a des gros afflux d'eau, qu'est-ce qui se passe dans des endroits qu'on appelle les bassins, les déversoirs d'orage, hein, on a une sorte de seuil, et ce qui dépasse, ben, ça retourne à la rivière. Donc c'est ça qui crée aussi cette pollution sur les rivières quand on a des orages. Alors pour supprimer ces divers déversoirs d'orage dans la ville, la solution, bon ça c'est un exemple, je dirais très concret, ça c'est ARB, on a la Tierten Sud qui passe là, où on voit bien le seuil ici, et si ça déborde, ça coule par-dessus là. Ça coule ici et ça revient dans la Tierten Sud. Alors, on a deux solutions, soit on fait du réseau séparatif, c'est-à-dire que dans toutes les rues, on les défonce pour mettre deux tuyaux. Vous imaginez ce que ça peut faire, hein? Actuellement, on a en gros que le boulevard Jean-Baptiste Dumas qui est un peu chahuté là, et si on faisait ça dans toutes les rues, c'est la panique, quoi. Bon. Donc la solution qui a été trouvée, c'est un nom barbare, c'est les bassins de stockage-restitution. Donc pour vous expliquer comment ça fonctionne, voilà le tuyau qui arrive avec ses eaux usées et pluviales mélangées, hein, le réseau unitaire. On va avoir une chambre ici d'alimentation. C'est ce qui a été creusé au milieu du boulevard Jean-Baptiste Dumas. Hein. Et là, on va avoir l'eau qui va être dirigée dans un bassin souterrain. Ce bassin, par exemple, du côté des Carmes, là, il va être creusé ça prend 1/6 du parking de l'usine des Carmes. Hein. Donc ça sera en souterrain, de toute façon. Et quand, je dirais, le gros flot de l'eau est passé, eh bien, cette eau qui est dans le bassin, elle sera restituée à la station d'épuration, mais à petite vitesse, pour pas que la station d'épuration explose, quoi. Enfin, pour pas qu'elle soit... qu'elle ne fonctionne plus, quoi. Donc voilà, c'est une sorte de ralentisseur de la pollution, et à ce moment-là, l'eau elle peut être dirigée dans le milieu, ce qu'on appelle le milieu récepteur, c'est-à-dire, ici pour nous c'est l'artère, hein, voilà, dans de bonnes conditions. Donc ça veut dire que dans les années à venir, on va avoir des très gros chantiers dans l'agglo. Hein. Là, il y en a deux qui se mijotent, là il y a celui des Vernes qui est le premier engagé. Le deuxième qui arrive, c'est du côté des Carmes, mais il y en aura sur Saint-Alyre, il y en aura du côté du Brézé, enfin voilà. Ça c'est par rapport à l'enjeu biodiversité, donc ça c'est une carte qui représente, qui est extraite du schéma de cohérence territoriale de l'agglo de Clermont, où d'après, je dirais, la réglementation d'urbanisme, on doit renforcer ce qu'on appelle les trames vertes et bleues, c'est-à-dire tous les corridors écologiques qui peuvent traverser la ville. Donc ça, c'est un enjeu important. Et donc il y a eu déjà des améliorations de fait, enfin des engagements. Par exemple, sur Aulnat, on a, ça c'était avant, vous voyez, l'artière qui était vraiment un canal rectiligne, et maintenant, sur 300-400 mètres, il y a eu un essai justement d'élargissement du lit, et puis de redémarrage de méandrage, en fait, et en même temps de plantation d'arbustes vraiment qui vont recréer une petite ripisylve, quoi, voilà.
Du côté de la ville, on a Michelin aussi à l'intérieur de l'usine des Carmes, qui a retravaillé un peu la Tirtaine. Disons que ça, c'était, je dirais, le tracé il y a 2 ans. Donc la Tirtaine était entre des murs en béton, même si on avait des terrasses gazonnées qui donnaient un peu de verdure, mais il n'y avait toujours pas de lien directement entre la rivière et puis sa nappe phréatique autour. Et là, donc, à la faveur d'un déplacement, d'un léger déplacement de la rivière à l'intérieur de l'usine, là, donc toute cette partie-là est exclue, il n'y a plus du tout de béton, donc il y a vraiment un élargissement plus naturel de la rivière. Alors ce projet-là devrait voir le jour par ici. Donc ça, c'est inscrit dans le cadre du plan local d'urbanisme de Clermont. On est ici à Polydôme. Hein, enfin, Polydôme est exactement là, ici. Hein. Et puis, ça, c'est les pistes. Hein. Donc ça, c'est un document qui est inscrit, je dirais, dans le document PLU. Quoi. Voilà. Bon, alors voilà ce qu'on pourrait imaginer, hein, retrouver un peu de la verdure à côté de la rivière. Là, ici, on est vers le Maï Kellerman, là, dans le quartier Fongièvre. Là, ici, on est, je crois, du côté de la Pradelle. Ça doit être le square Abbé Toury. Voilà, c'est l'allée des Jardins, je crois bien. Ça, c'est au pont naturel. Et puis là, on est dans l'entrée. Quand on est au bout de la rue du Clos Notre-Dame, c'est la vue qu'on a sur la rivière qui rentre dans Saint-Alyre. Voilà, alors, le futur proche, ben voilà l'actualité des aménagements urbains. Donc, je vous ai parlé de ce qui se mijotait sur le secteur de Catarou. Hein, donc voilà. La première urgence, en fait, elle va se trouver là, sur Fongièvre, parce qu'en fait, la municipalité a dit, de toute façon, avec ce qui vient d'arriver, enfin, ce qui est arrivé récemment dans le quartier de Saint-Alyre, il faut absolument faire quelque chose là et protéger, parce que, bon, une moindre crue décennale, maintenant, c'est systématiquement 1 mètre dans le parc de Saint-Alyre, quoi. Voilà. Et puis, autre projet qui vient de se mettre en route, là, d'ailleurs, le maire de Chamalières en a parlé à la radio il n'y a pas très longtemps, là, c'est les jardins de la Tirtaine, donc une résidence qui devrait se construire sur les rives de la Tirtaine. Voilà, alors la première urgence, ben la voilà, hein. Donc, quelques petits souvenirs. Hein, ça, c'était la Tirtaine qui avait cassé 2 murs. Ça, c'est les écoles préfabriquées qui ont été complètement inondées. Puis voilà, la Tirtaine. Et là, je peux vous dire qu'ici, on voit juste le dessus d'un parapet de passerelle. Là, ce parapet est complètement tordu, hein, sous la force de l'eau. Et donc, en 2014, le mur qui se trouve là, le mur a été complètement viré. Bon, donc ça, voilà, j'en ai parlé, donc tout ce secteur de Catarou. Et puis là, le projet, ce projet-là, en fait, il prendrait la place des anciens entrepôts frigorifiques qui se trouvent rue de la Papeterie à Chamalières. Voilà, c'est une friche industrielle. Pour situer, la résidence Europe se trouve ici, et puis ici, le parti Toussaint-Victor se trouve par là. Alors, maintenant, quelle relation actuellement, qu'est-ce qu'on peut voir, je dirais, si on se balade le long de la Tirtaine, comment on peut se sentir, est-ce qu'on a envie d'habiter à côté ou pas? Alors, ici, on est à Fontanas, là ici, c'est l'avant-dernier, l'avant-dernier moulin, qui est une scierie, et puis le dernier moulin, lui, il est en ruine. Je pense pas que ça soit lié à la force de l'eau, mais bon. Alors après ça, oui, alors est-ce qu'on peut vivre, je dirais, c'était la question de tout à l'heure, hein, est-ce qu'on peut vivre sur les rives d'un cours d'eau en l'ignorant? Voilà, alors, on descend, on arrive à Roya, et vous voyez que malgré tout, ici, on avait un moulin. Vous voyez que si vous connaissez le site de la grotte des Laveuses, hein, la grotte des Laveuses se trouve juste en face. Et là, cette maison-là, en fait, c'est un ancien moulin. On voit encore la roue, ici.
Et puis cette maison, maintenant, bon, ben, elle est habitée, quoi. Donc, alors ensuite, là aussi, on peut se poser des questions. C'est à Roya, toujours. Le bourg de Roya se trouve ici. Enfin, c'est tout ça, Roya, la vallée de la Tirtaine se trouve ici. Hein. Voilà. Et ce lotissement-là, le lotissement des Rivaux, se trouve à côté du cimetière, et on se trouve dans une combe. Vous voyez que là, c'est ce que j'appelle la combe du Liabou. Le Liabou, c'est un affluent qui charrie beaucoup de terre. Vous avez le puits de Grave Noir qui est juste ici en limite, là. Et en fait, c'est un vrai entonnoir, quoi. On a non seulement le Liabou qui structure la combe, mais on a des ruisseaux, des petits, enfin, c'est des fossés, quoi, c'est des petits ruisseaux intermittents. Et c'est là, dans ce secteur-là, entre autres, que la crue de 1835, je dirais, c'est gonflé, quoi. Voilà. Surtout que là, oui, je reviens sur ce site-là, quand le lotissement s'est construit, je me rappelle, les collègues de l'équipement m'avaient cité une anecdote, que quelqu'un, alors évidemment, le découpage cadastral, le découpage du lotissement, des lots, faisait que la limite était sur un ancien fossé. Ben, le propriétaire, enfin le nouvel acquéreur, avait dit, bon, ben, de toute façon, moi, mon terrain, il vient jusqu'au milieu du fossé, je mets mon mur au milieu du fossé. Donc, il n'avait pas pensé que s'il y avait un fossé, c'est qu'il y avait de l'eau à écouler. Quoi. Donc, vous voyez, c'est pas facile, hein, à faire des messages à faire passer. Quoi, hein. Alors là, après, on arrive ben, sous le viaduc ferroviaire, et juste derrière, on a la base de l'ancien hôtel Jeanne d'Arc. Vous voyez que ça, c'est l'ouverture du pont, mais au cas où l'ouverture ne soit pas suffisante, on avait des volets ici qui pouvaient s'ouvrir, et l'eau qui débordait filait directement dans la cour de l'hôtel. Ensuite, on arrive au pont, la rue Saint-Victor, donc c'est juste en dessous des FR3. Là aussi, c'est pareil, les réactions des gens par rapport à... Vous voyez que la largeur du cours d'eau n'est pas terrible, mais le promoteur, ici, avait demandé à ce que la rivière soit couverte parce qu'il avait peur que les logements du rez-de-chaussée ne se vendent pas à cause du bruit d'une chute il y a une chute d'eau sous le pont. Voilà, donc, mais ça n'a pas empêché, ici, la maison qui se trouve juste en face, là, cette maison-là, bah, elle a été revendue il n'y a pas très longtemps et retapée d'ailleurs. On arrive au Carrefour Europe, donc là il n'y a rien à craindre ici puisque vous voyez que l'immeuble est construit sur des pilotis, là, donc vous voyez, voilà le Carrefour Europe ici, au moment de sa construction. Alors là, on est un peu plus bas, ça c'est la maison des associations de Chamalières, le fameux 9 août 2014, là il y a eu un souci, hein, parce que en fait, là, vous voyez l'arrivée de la Tirtaine au-dessus de ce barrage-là, en fait, l'eau était passée au travers, et comme des bouches d'égout des avaloirs avaient été bouchées, parce que c'était justement ce qui s'était passé à ce moment-là, la grêle avait complètement mâché les feuilles des arbres, et toutes les bouches d'égout, les avaloirs, tout ça, ça avait été bouché, et l'eau ne rentrait plus dans les tuyaux. Donc vous voyez les résultats, ce que ça avait fait. Quoi. Là on arrive, voilà, justement, on parle de Beaulieu tout à l'heure. Donc voilà, ici, la fameuse passerelle, là où on avait des branchages qui étaient encore perchés à ce niveau-là. Donc vous voyez la hauteur de la vague quand elle est arrivée. Voilà, et puis ça c'était juste après l'orage. Alors là, on arrive au boulevard Berthelot. Bon, ben, voilà le fameux pont dont on parlait tout à l'heure, le pont de l'avenue boulevard Berthelot. Et puis ici, c'est juste à côté, la rivière passe dans ce qu'on appelle le mail Kellerman, voilà, entre Galaxy et puis un petit supermarché qui se trouve là. Quoi. Et là, on arrive à Saint-Alyre. Donc voilà
le fameux mur qui s'est écroulé à la faveur de la crue. Voilà, ce mur se trouvait là, quoi. Et puis là, j'ai fait un petit schéma pour montrer un peu comment ça s'est passé justement par rapport à ces murs-là. Donc la Tirtaine, elle arrive ici. Ça, c'est la résidence du Pont Naturel. La rue du Clos Notre-Dame est là. Et puis, donc la Tirtaine arrive dans Saint-Alyre, ici. La rue Saint-Alyre, elle est ici. Voilà. Alors, ce qui s'est passé, c'est que déjà, il y a une passerelle ici, mais la passerelle a déjà un peu bloqué les eaux et ça a débordé dans le parc de ce côté-ci. Et puis, ici, c'est là que le mur s'est écroulé. Et donc, il y a encore de l'eau qui est rentrée au milieu du parc. Tout ça s'est retrouvé stocké là. Et en même temps, en suivant la topographie, toute l'eau est revenue ici et ça a cassé le mur de la résidence du Perrot qui se trouve là. Donc vous voyez qu'on a eu deux murs qui se sont écroulés avec Et alors là, en plus, on avait des eaux qui descendaient de la rue de Lanzac qui se sont retrouvées en même temps. Donc vous voyez que là ceux de la résidence du Perrot, là, ils ont du souci à se faire là, quand il y a des grosses arrivées d'eau. Voilà. Donc ça, c'est justement la résidence du Perrot, elle est là, avec le mur qui s'est écroulé. Alors ce qui est bizarre, c'est qu'ils ont reconstruit un mur, ici, mais je ne sais pas, mais on recrée un barrage. Donc soit, s'il y a une grosse force d'eau derrière, ça cassera sur les côtés, ou alors ce qu'il aurait fallu faire, c'est laisser des petites fenêtres en dessous pour laisser passer un minimum, quoi. Donc voilà, il y a des choses à faire. Donc ensuite, à l'intérieur de l'usine Michelin, bon, on en a un peu parlé tout à l'heure, donc vous voyez au même endroit, là c'est, au milieu coule une rivière très calme, et puis là vous voyez la même qui déboule à toute vitesse. Et puis là, on a aussi, en dehors de la Tirtaine Nord, on a donc sur la Tirtaine Sud des endroits aussi qui étaient réputés pour être inondés. C'est le cas ici de la rue de la Rotonde et puis de la rue des Prébats, comme son nom l'indique. Et c'est là-dessous, sous le boulevard sud, que les tuyaux sont à 15 mètres de profondeur. Voilà. Et puis, un des derniers points, dans la cité de la Pradelle, là c'est pareil, actuellement on est au milieu des maraîchages, hein, c'est assez calme. Mais la Tirtaine est enterrée là-dessous, sous la rue Simonet. Et puis, par exemple, cette belle place qui se trouve là, en fait, elle occupe un ancien méandre qui était quand même assez grand, qui faisait le tour complètement. Là. Alors, voilà. Je reviens un peu à mon rebord de faille. Donc, vous voyez que l'écrin végétal, on ne voit pas du tout la réalité du relief. Alors que ça, c'est un dessin d'Henri Lecoq. Hein, vous avez le puits Châtex ici, vous avez la vallée de la Tirtaine qui est là derrière, ça c'est Royal. Et puis vous avez les ravins principaux qui dominent Chamalières. Ça c'est la combe de l'Ermitage, ça c'est le ravin de la Sagne, le ravin du Gravier, et ici le ravin de Villars. Et curieusement, ces trois-là, les trois derniers là, ils se rejoignent sous le lycée hôtelier. Donc là, il y a du souci à se faire. D'autant que jusqu'au moment de la construction du lycée, les étudiants n'avaient pas encore de voiture. Maintenant, ils viennent en voiture. Il a fallu construire un parking. Mais pour construire un parking, il a fallu boucher le bas du ravin. Et bon, on a mis une bûche quand même, parce qu'il y avait un peu d'eau qui coule. Sauf que, pour pas que les feuilles rentrent dedans, on a mis une grille. Donc vous voyez le résultat, l'eau ne rentrera jamais dans le tuyau. Donc et voilà ce qu'on a au-dessus, quoi, des branchages dans tous les sens. Donc voilà, souci. Alors, comment passer d'une contrainte à un atout pour la ville? Voilà, ça c'est un peu, j'allais dire, mon idéal, j'en reviens toujours à ces bazars. Là on est au milieu du bourg de ces bazars. Hein. Ici, c'est dans le parc où ils ont gardé ce fameux moulin ici. Ça, c'est le bief qui alimente le moulin. Donc ça, c'est vrai que ça crée une animation dans le parc.
Ça, c'est l'extension récente du parc, là, où ils ont fait un petit étang. Et puis, vous voyez, c'est du Béda dans la ville. Bon, ben, vous avez la rue principale qui est là, mais vous avez tout un tas de petites passerelles qui passent par-dessus. Et voilà, donc c'est vrai qu'on a du courant, c'est vrai que c'est agréable à voir, quoi. Alors bon, là, on est un peu dans du délire, hein, puisque c'était un concours qui avait été organisé par le journal La Montagne, pour plusieurs architectes qui s'étaient un peu fendus de projets. Et là, vous voyez qu'il y avait un projet qui concernait, c'était un lac qui allait depuis le boulevard Pasteur, ici. Vous avez ici l'avenue, le boulevard Mitterrand, ici. Et puis, ça, voilà le futur théâtre, ici. Donc, vous voyez, ça allait quand même assez loin, hein. Oui, ça allait jusqu'au boulevard, le boulevard Sud, là. Notre métro, là, à 15 mètres de profondeur, il est là, quoi. Voilà. Mais ce n'était qu'une élucubration. Alors, donc, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a une réflexion en cours, hein, dans les services de la ville sur, je dirais, la gestion du passage de la Tiertaine dans la ville, et depuis, en gros, Roya, hein, jusqu'au carrefour des pistes, quoi. Enfin, non, au moins jusqu'à Polydôme, quoi. Hein, puisqu'après, ça fait l'objet d'autres chantiers, quoi. Mais vous voyez qu'il y a une réflexion qui touche tous les domaines. Hein. On est à la fois sur de l'urbanisme, sur du paysage, sur de l'hydraulique, sur de la biodiversité, etc. Donc voilà, c'est pas facile, je dirais, à trouver la bonne solution, mais enfin, il y en a qui s'y penchent. Voilà. Et puis, donc un chantier discret aussi par rapport à la sécurité liée aux inondations. Il y a un contrat qui est passé entre l'État et l'agglomération, justement sur ce qu'on appelle les territoires à risque important. C'est une sélection qui a été faite au niveau national. Donc ils ont considéré au niveau national que clairement on avait quand même de gros soucis en termes d'inondation, soucis potentiels. Donc il y a, vous voyez, 29 groupes de travail dans 5 domaines particuliers. Donc la gestion de crise, la culture du risque. C'est vrai qu'on a tendance à se mettre la tête dans le sable. Un système d'alerte qui soit performant. La réduction des vulnérabilités, donc des réseaux, c'est-à-dire non seulement des réseaux de fluides, mais aussi des réseaux informatiques, etc. Enfin, d'électricité, de gaz. Bon. Et puis là-dedans, l'urbanisme et la gestion du cours d'eau. Donc il y a du travail, il faut remettre tout ça en musique. Voilà. Et donc ça nous ramène à nous, comment on se situe par rapport à tout ce cycle de l'eau, tout cet aménagement de l'eau en ville. Alors on peut rêver à côté de la rivière, ou on peut se dire, bon attends, comment je vais récupérer l'eau de la détente, voilà, ça c'est sable chaud, les maraîchers, hein, et puis la décoration urbaine, enfin voilà, il y a plein de solutions. Alors là, disons que l'enjeu éducation, pour moi, il est très important. Tant qu'on peut en parler dans les écoles, ensuite, ça se transmet éventuellement aux parents, hein, qui peuvent être aussi des électeurs. Hein. Bon. Et donc voilà des projets. Ça, c'était un projet qui avait été fait par l'école maternelle de Roya. Et puis ça, c'est des photos qui ont été prises dans le cadre des cours d'eau d'H2O. Les 2 jours qui précèdent les vacances de Pâques, tous les enfants des écoles de l'académie sont invités à la maison des sports, où tous les services qui gèrent l'eau, chacun dans leurs compétences, ont un stand et peuvent justement apporter pas mal d'informations et aux enfants et aux enseignants. Voilà. Et puis, alors comment faire pour renouer le lien qu'on a perdu avec la Tiertaine? Ça, je ne peux pas m'empêcher de penser à Michel Renaud, hein, qui disait, c'est lui qui avait initié les carnets de voyage. Donc, il disait toujours, il faut les voir. Bon, je pars un peu sur cette idée-là. La Tiertaine, il faut aller la voir, qu'elle soit visible ou non. Donc, j'ai imaginé, donc, à la fin du bouquin, 16 balades.
Donc voilà l'ensemble des maisons, l'ensemble des balades, depuis le plateau des Dômes jusqu'à la Limagne, hein, puisque les confluents actuels c'est ici et de ce côté-ci, mais aussi je poussais jusqu'à l'Allier parce qu'en fait l'égout de Cormède, il passait comme ça quoi, pour rejoindre la Tirtaine directement, pour rejoindre l'Allier directement. Voilà, donc 15 balades à pied et une à vélo, hein, parce que celle-là évidemment quand même à faire par temps sec. Voilà, donc les balades, donc là c'est la Tirtaine au niveau du plateau des Dômes, ça c'est entre Fontanas et Roya, ça c'est la combe du fameux Liavou, là, où il y avait le lotissement, là. En fait, cette balade-là, on peut monter à Grave-Noir, parce qu'à Grave-Noir, il y a un panorama sur la ville qui est super, quoi. Ensuite, bon, ça c'est entre le Vieux-Roya et puis le Roya thermal. Ça, c'est justement ce qui est intéressant à faire, c'est entre Roya et le Colombier, pour voir un peu l'état des boisements qui dominent la ville. Hein. Ensuite, ça c'est la Tirtaine à Chamalières, la Tirtaine de Clermont, voilà, ça c'est pris au square Bompard. Les balcons du Rivali, le Rivali qui est quand même un affluent important de la Tirtaine, mais qui lui aussi a été beaucoup couvert. Ensuite, les Tirtaines de Montferrand, je dis les Tirtaines parce qu'à Montferrand, en fait, Montferrand est coincé entre 4 bras de la Tirtaine. Ensuite, de Chanture au Auvergne, bon, bah, c'est toute la traversée à la fois la montée sur Chanture aussi qui est superbe, mais montrant, il y a des ravins qui sillonnent aussi les versants de Chanture. Le ruisseau des Tanneurs, donc entre Chamalières et puis les Salins, en gros, hein, c'est la partie supérieure de la Tirtaine Sud. Autour de Montaudoux, là aussi, c'est à partir du vallon de Vallières pour rejoindre Montaudoux et redescendre par le parc Bargouin. Ça aussi, c'est intéressant. La Tirtaine abyssale, mais en fait, là, on risque pas de la voir, c'est les endroits où la Tirtaine est la plus profonde. En fait, on la suit, je dirais, par le descriptif. Et ça veut dire qu'on est à la fois sous les boulevards, enfin, la Tirtaine passe sous les boulevards, mais l'itinéraire passe aussi dans le jardin Lecoq, parce que sur la butte de Clermont, en fait, on passe, je dirais, à l'aplomb du passage de la Tirtaine avant l'explosion du Mar. Hein, parce que sous les caves de l'Hôtel-Dieu, ben, il y a des traces de la rivière avant l'explosion du Mar. Voilà. Et puis, ensuite, bon, ben, de la Pradelle à Herbé, bon, ben, ça c'est voilà, la fin de la Tirtaine. Et puis là, Tirtaine de Limagne, donc c'est entre Aulnat et puis l'Allier. Voilà. Donc, j'en ai fini. Je ne sais pas si... Ah, je suis quand même pas mal dans les temps. Ah, tout à fait, on va vous accorder 10 minutes, quart d'heure, mais bon, pas plus. Ouais. Bon, donc, s'il y a des questions... Merci de votre attention. Merci, Michel.